1985. Les plus grands noms du rock organisent de gigantesques concerts pour venir en aide aux victimes de la famine en Afrique. Dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, une explosion détruit le Rainbow Warrior, le bateau de l'association écologique Greenpeace. La responsabilité de la France est engagée. Aux États-Unis, la justice américaine acquitte Klaus Van Bülow, accusé de tentative de meurtre sur sa femme. Au même moment, au nord de Londres, un policier trouve la mort lors de violentes émeutes. Au cours des 40 dernières années, 18 meurtres ont été commis au même endroit, au nord-est de Londres. Mais c'est l'horrible massacre du 7 août 1985 à White House Farm, près de Tolleshunt, Darcy, qui défraie la chronique. Le commissariat local vient de recevoir l'appel d'un jeune homme, Jeremy Bamber. Il les prévient qu'il vient de recevoir un appel au secours désespéré de son père par téléphone. Ta sœur est devenue folle et elle a pris le fusil. Un coup de feu a retenti, puis le silence. Sheila, la sœur de Jeremy, souffre depuis longtemps de troubles mentaux. Quand les policiers pénètrent dans la maison, ils découvrent 5 cadavres. Neville Bamber, criblé de balles, a été sauvagement frappé. À l'étage, ils trouvent les corps ensanglantés des jumeaux de Sheila, Daniel et Nicolas, âgés de 6 ans. Sauvagement assassiné pendant son sommeil, Daniel a encore son pouce dans la bouche. Dans la chambre voisine, June Bamber, sa grand-mère, gît dans un bain de sang. Plus loin, Sheila s'est apparemment donné la mort en se tirant 2 balles dans la tête. Un fusil repose sur sa poitrine. Pour la police, l'affaire est claire. Le coupable évident. La jeune femme, instable et fragile, a tué ses parents et ses enfants dans un accès de folie, puis s'est donné la mort. L'histoire tragique de Sheila, surnommée Bambi, responsable du massacre de ses parents et de ses enfants, fait la une des journaux. La police nettoie toutes les traces de la tragédie. Le sang sur les murs, les tapis et les draps. À l'enterrement, Jérémy, bouleversé, rend un ultime hommage à ses parents. À sa demande, leurs corps seront incinérés. Il fond en larmes, s'effondre de douleur et laisse éclater sa détresse. Sa fiancée, Julie Mockford, le soutient. Les habitants de Tolleshunt Darcy s'interrogent. Comment cette séduisante jeune femme qu'ils ont vue grandir a pu tuer ses parents et ses enfants? Les plus folles rumeurs s'emparent des esprits et viennent confirmer les conclusions de la police. On parle de drogue, on parle de folie. Les Bamber avaient adopté Sheila à l'âge de 3 mois par l'intermédiaire de l'église anglicane. Instable, elle fut renvoyée de 2 établissements. Son ravissant visage et ses longues jambes auraient pu lui permettre de réussir une carrière de mannequin. Mais son humeur fantasque et son instabilité maladive seront des obstacles insurmontables. Enceinte d'un homme, elle en épouse un autre, Colin Caffel, potier. Après une fausse couche et la naissance des jumeaux, leur mariage bat de l'aile. Elle commence à donner libre cours à ses hallucinations et à ses fantasmes. La police fouille son appartement à Londres et mène son enquête. Dépressive, elle aurait attenté plusieurs fois à ses jours. La tragédie de White House Farm semble la conclusion logique de son histoire. Mais Sheila n'est pas la coupable idéale pour tout le monde. David Boutflor, le neveu des Bamber, est sceptique. Il ne peut croire en la culpabilité de Sheila, qui était incapable de se servir d'un fusil. Sa sœur Christine ne croit guère non plus à la thèse officielle du meurtre et du suicide. Ensemble, ils retournent à la ferme en quête de nouveaux indices.
Elle se souvient qu'enfant, il sortait et rentrait en cachette par une fenêtre qui semblait fermée de l'intérieur. David retrouve le silencieux de l'arme du crime dans le placard à fusil. À l'intérieur du silencieux, de nouveaux indices, du sang et un cheveu. Il découvre ensuite que la fenêtre de la cuisine peut être fermée depuis l'extérieur en paraissant fermée de l'intérieur. Quelqu'un aurait donc pu pénétrer dans la maison et en sortir sans être vu. Un mois après la tragédie, le 8 septembre, Jeremy Bamber est arrêté pour vol avec effraction. Il est accusé d'avoir dérobé une somme équivalente à 10 000 francs dans les bureaux du camping familial. Cette affaire remonte au mois de mars, 5 mois avant la tragédie. Neville Bamber, propriétaire du site, lui avait offert une petite participation financière à l'affaire. Jeremy Bamber est accusé d'avoir mis en scène un faux cambriolage. L'audience est reportée. Il est libéré sous caution. Il quitte le tribunal, cachant son visage aux journalistes. Son avocat révèle que la police a profité de la garde à vue de Bamber pour l'interroger sur les meurtres de White House Farm. Lors d'une nouvelle audience, il est à nouveau libéré sous caution. Il a le droit de partir en voyage à l'étranger. Il s'envole vers Saint-Tropez pour 15 jours de vacances insouciantes au soleil. Julie Mugford, sa fiancée, n'est pas du voyage. Ils se sont disputés. Se sentant libérée de l'influence dominatrice de Bamber, elle va trouver la police. Elle soulage sa conscience, l'affaire rebondit. Le 30 septembre, lorsque Jeremy Bamber débarque à Douvres, la police l'attend. Le lendemain, il est inculpé pour le meurtre des 5 membres de sa famille. Tout comme Sheila, Jeremy avait été adopté à l'âge de 3 mois par l'intermédiaire de l'église anglicane. Envoyé dans un pensionnat, il s'était senti rejeté. C'est dans ce collège militaire qu'il a appris le maniement des armes. Sa rancune se transforme en haine lorsqu'il croit que ses parents lui préfèrent Sheila, alors fiancée à Colin Caffell. Jeremy Bamber travaille à la ferme de son père. Le soir, ce jeune homme arrogant ne trouve pas au village la brillante vie nocturne qu'il aime. Il se plaint de ses parents et du salaire qu'ils lui versent. Pourtant, ils lui ont acheté une maison, une voiture et un bout de terrain dans le village voisin. Dans la région, Bamber a la réputation d'être vantard et vaniteux. Il se souligne les yeux au crayon. Charmeur, il séduit les jeunes filles du village. Parmi elles, Julie Mugford. Depuis des mois, il fomentait le complot de droguer ses parents et d'incendier leur maison, dira-t-elle à la police. Lorsque Sheila, en proie à des accès de folie mystique, sera hospitalisée pour dépression nerveuse, Bamber élabore un nouveau plan. Ce crime presque parfait le mène sur le banc des accusés. Pourtant, il ne cessera de proclamer son innocence. Confiant et souriant, il est persuadé que son charme irrésistible l'aidera à s'en sortir. Sa sœur donnait des signes évidents de violentes perturbations psychologiques. En proie à des hallucinations, elle hurlait après les voisins. Elle croyait aussi que ses enfants voulaient la tuer et qu'ils tentaient de la séduire. Plusieurs reports d'audience seront demandés. Le temps de rechercher des preuves solides. La police fouille la maison de fond en comble à l'affût du moindre indice. Le procès sera repoussé pendant plus d'1 an. À White House Farm, les policiers passent le lieu du crime au peigne fin. Mais leurs recherches restent vaines. Les indices compromettants ont été effacés lors de la première enquête. Le 2 octobre 1986, le procès de Jeremy Bamber s'ouvre enfin. Le tribunal est présidé par le juge Drake. Bamber s'offre les services de l'un des plus brillants pénalistes anglais, Sir David Napley.
Il assiste Maître Rivlin, l'avocat de Bamber. Ce dernier prépare le dossier de l'instruction. Le procureur général, Maître Arledge, rédige l'acte d'accusation. Meurtre avec préméditation pour de l'argent. L'héritage d'une propriété est d'intérêt estimé à 4 millions de francs. Le 6 août 1985, à 22 h, Jeremy Bamber a téléphoné à Julie Mugford. Ce sera cette nuit ou jamais. Ensuite, l'acte d'accusation précise qu'il se rend à la ferme à bicyclette, passant par des petites routes isolées pour ne pas être repéré. Entre 1 h et 2 h du matin, il pénètre dans la maison par la fenêtre de la cuisine en utilisant une scie à métaux. Puis il ouvre le placard du bureau et prend un fusil automatique de petit calibre. C'est alors que Neville Bamber, réveillé par des bruits suspects, voit son fils. Il vient de visser le silencieux. Sans aucun scrupule, Jeremy abat froidement son père. Neville Bamber s'effondre. Dans un accès d'une rare brutalité, Jeremy Bamber le frappe sauvagement avec la crosse du fusil. Les coups qu'il lui porte sont si violents que la crosse se fend. Après avoir tiré 4 autres coups de feu sur son père mourant, Bamber se rend au premier étage. Sa mère est en train de lire la Bible. Il la tue. Puis il se dirige vers la chambre de Sheila. Il lui met le canon du fusil sous le menton pour simuler un suicide et appuie sur la gâchette. Dans une autre chambre, le long du couloir, ses neveux sont endormis. Il entre à tâtons et tire 3 balles sur le petit Nicolas, 5 autres sur Daniel. June Bamber, agonisante, rampe vers la chambre de Sheila. Bamber achève sa mère d'une balle entre les yeux. Il tire de nouveau sur Sheila, mais sans le silencieux. Il vient de mettre en scène son faux suicide et laisse le fusil sur sa poitrine. Il quitte la ferme, repart sur sa bicyclette et emprunte le même chemin. Il laisse derrière lui 5 innocentes victimes et une empreinte digitale sur le canon. Cet indice sera effacé par la police. À 3 h 26 du matin, il appelle la police. Chose étrange, il ne compose pas le numéro d'urgence et perd du temps à chercher le numéro du commissariat local. Il tente de rappeler son père, mais il dit que la ligne est occupée. Or, le téléphone de la ferme est raccroché. Bamber commet une autre négligence dans son crime parfait. Suite à l'appel désespéré de son père, Bamber ne s'est pas précipité à la ferme. Les 40 policiers sont arrivés sur les lieux avant lui. Ma sœur est complètement cinglée. Elle a déjà perdu les pédales, leur avait-il dit dès son arrivée. La police pénètre alors en force dans la maison, enfonçant la porte de la cuisine. La découverte est sinistre. Seul Bamber paraît étrangement calme. Julie Mugford vient le retrouver. Ils s'embrassent. Les policiers déclareront plus tard qu'ils les ont entendus murmurer et même peut-être rire. Sur le lieu du crime, tout semble évident à l'inspecteur Ronald Cook. Une jeune femme psychotique de santé mentale perturbée abat ses parents et ses enfants dans un délire de folie paranoïaque, puis met fin à ses jours. Tout comme Bamber l'avait prévu, l'inspecteur Cook conclut à une tragédie familiale. À la barre des témoins, l'inspecteur Cook admet qu'il n'a pas pris les précautions d'usage lors de l'enquête. Il ne portait pas de gants en examinant le fusil. Il n'a pas recherché le silencieux. Il a perdu le cheveu qui était à l'intérieur. Plus tard, il sera sanctionné pour ses déductions trop hâtives. Sur le fusil figuraient bien les empreintes de Jeremy Bamber et de Sheila. David Bootflower, le neveu dont l'obstination a permis la réouverture de l'enquête, témoigne. Nous cherchions vraiment une aiguille dans une meule de foin. Et nous l'avons trouvée. Nous l'avons découverte. Il raconte que Sheila était une mère tendre et attentionnée. Il ne pouvait croire qu'elle ait pu tuer ses enfants.
Elle ne connaissait rien au fusil. Comment aurait-elle pu tirer 25 coups avec une telle précision et recharger consécutivement l'arme 2 fois? Elle était si maladroite. Et par quel hasard le silencieux pouvait-il se trouver dans le placard si Sheila s'en était servi pour se tuer? L'arme du crime est présentée à la cour ainsi que le silencieux. Quand le silencieux est vissé sur le fusil, la longueur totale de l'arme est de 91 cm. Sheila n'avait pas les bras assez longs pour atteindre la gâchette. Le médecin légiste tente de mettre le canon avec le silencieux vissé sous son menton, mais elle ne peut le faire. Les jurés quittent le tribunal sous escorte. Ils se rendent à un champ de tir voisin. Ils entendent le fusil tirer avec le silencieux et sans le silencieux. Le 9 octobre, Julie Mugford témoigne contre Bamber. Elle raconte comment il a, pendant des mois, conçu et prémédité le meurtre de ses parents. Il abandonne son plan initial de droguer ses parents et d'incendier leur maison. La prime d'assurance lui paraît trop faible. Il décide de les abattre et d'impliquer sa sœur, connue pour son comportement instable et sa santé mentale fragile. À 3 heures du matin, il appelle Julie. « Tout se passe bien », lui dira-t-il. C'est en 1984, à Noël, que Jérémy a commencé à me parler de ses projets. Il voulait mettre le feu à leur maison. À l'époque, je ne faisais pas attention à ce qu'il disait. Il essayait toujours de choquer les gens. Je lui ai juste répondu quelque chose comme « Ne sois pas ridicule, tu ne peux pas incendier la maison de tes parents, elle est bien trop grande. Et puis on le verrait de toute façon. » Vous voyez, je ne prenais pas très au sérieux tout ce qu'il disait à ce moment-là. Je pensais que c'était des mots en l'air. Julie ne réalise véritablement que Jérémy a mis son plan à exécution que lorsque la police vient la chercher. Quand la police est venue me chercher sur les coups de 6 heures du matin, c'est vraiment à cet instant que j'ai réalisé que quelque chose de grave était arrivé. Ma pire crainte était que Jérémy ait pu faire quelque chose. Pourquoi alors ne s'est-elle pas rendue immédiatement à la police pour dire ce qu'elle savait, surtout connaissant les projets de Jérémy? En fait, la police était venue me voir, mais ils avaient déjà parlé à Jérémy. Les choses paraissaient s'être passées comme il le racontait, comme elles en avaient l'air. C'était un meurtre suivi d'un suicide. Je ne pensais pas que l'on aurait pu me croire. J'étais tellement bouleversée par toute cette histoire. Et puis Jérémy semblait si sûr de lui. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Je n'aurais rien pu faire du tout de toute façon pour l'arrêter. Ensuite, c'était trop tard. À l'enterrement, j'étais vraiment tourmentée à l'idée que Jérémy était le responsable de tout ça. Il était apparemment complètement effondré par la tragédie. Je me sentais coupable pour lui, il était là titubant sur le point de craquer. Il pleurait, semblait-il, mais pas une larme ne coulait sur son visage. On est remonté dans la voiture et il s'est mis à plaisanter de nouveau. Je n'arrêtais pas de lui répéter qu'il fallait que je parle à la police. Je ne pouvais les empêcher de l'interroger. Il commença à avoir peur de moi. J'ai donc eu peur de lui. Il me soupçonnait de n'être pas prête à, disons, le couvrir. Si vous voulez, ma conscience ne me le permettait plus. Je ne pouvais plus continuer à laisser Sheila endosser la responsabilité de ce massacre. Le témoignage de Julie Mugford accable Bamber. Elle raconte qu'à leur retour à la ferme, il a murmuré « J'aurais dû être acteur ». Suite à ce témoignage, Bamber semble abattu. Il a du mal à convaincre le jury de son innocence. Selon le médecin légiste, Neville Bamber a reçu 8 balles. Il avait été assommé par des coups de crosse d'une extrême brutalité, puis achevé par 4 balles en pleine tête. Lors du contre-interrogatoire, il admet que Sheila ne portait aucune marque visible ou hématome indiquant si elle était l'assaillante ou la victime. Mais ces blessures montrent sans aucun doute
que la première balle l'a rendu incapable de s'en infliger une deuxième. Selon l'expert en balistique, on aurait dû trouver des traces de poudre sur les mains de Sheila si elle avait tiré 25 coups de feu. Or, ses mains étaient propres. Il confirme que Sheila n'était pas assez grande pour se suicider si le silencieux était vissé sur le canon. Une fausse rumeur court. Bomber aurait payé à Matthew McDonald une somme équivalente à 20 000 francs pour commettre les meurtres. « Je suis un plombier, pas un mercenaire », déclare Matthew McDonald. Il était chez lui cette nuit-là. Maître Rivlin plaide l'innocence de Bomber. Pour lui, l'unique responsable du massacre de White House Farm est Sheila Caffel. Il appelle un psychiatre à la barre. Sheila était en proie à des hallucinations. Elle croyait être possédée par le diable. Elle croyait avoir le pouvoir de créer le mal. D'autres femmes, dit-il, ont tué leurs enfants et se sont donné la mort. L'une d'elles, croyant être une mère indigne, décida qu'elle ne pouvait plus infliger à ses enfants de vivre. Peut-être Sheila a-t-elle pensé de même. Le 16 octobre 1986, Jeremy Bomber est appelé à témoigner. Charmeur, le regard innocent, il ne cesse de sourire au jury dont 5 des membres sont des femmes. Il affirme qu'il aimait tendrement ses parents et accuse son ancienne fiancée de mentir par dépit car ils se sont séparés. Lorsque maître Arledge accuse Bomber de ne pas dire la vérité, Jeremy lui répond avec arrogance « C'est ce qu'il vous faut établir ». La nuit du meurtre, il était chez lui. Il a regardé la télévision. Puis il s'est couché. Et il a été réveillé par l'appel au secours de son père. C'est Sheila, la meurtrière, dit-il. Elle voulait aller au paradis. Elle voulait y emmener ses proches avec elle. Elle voulait sauver le monde. Aurait-il appelé la police s'il était le meurtrier, demande l'avocat de Bomber. Bomber voulait que la police établisse avec certitude qu'il n'était pas sur les lieux du crime, répond l'accusation. Le juge Drake demande alors au jury de s'interroger sur 3 points essentiels. Croit-il Jeremy Bomber ou Julie Mugford? Sheila a-t-il pu commettre ces meurtres? Neville Bomber a-t-il téléphoné à Jeremy? Les membres du jury délibèrent pendant des heures. Le juge Drake accepte un verdict à la majorité. Par 10 voix contre 2, Jeremy Bomber est déclaré coupable des 5 meurtres. Il est condamné à 5 peines cumulées de détention à perpétuité, dont 25 ans incompressibles. L'affaire Bomber a mis en lumière l'incompétence de la police lors de l'enquête. La demande d'appel de Bomber est rejetée en 1989. Les journalistes interrogent David Bootflower. Je suis triste, mais soulagé. Pourquoi êtes-vous triste? Parce que personne n'a gagné. Vous ne leur rendrez pas la vie. Et Julie Mugford, que ressent-elle à l'égard de l'homme qu'elle a aimé? Je ressens encore quelque chose pour lui. Je pense simplement que c'est quelqu'un de très triste. En décembre 1993, Jeremy Bomber continue à proclamer son innocence. Il a fait appel et attend la réouverture de son procès.